Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies de vous accueillir pour les rendez-vous de la mécanique en partenariat avec le CETIM et la FIM, la Fédération des industries mécaniques. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, nous allons parler l'éco-conception, gagner en productivité et en compétitivité. La transition vers une économie circulaire est un objectif national nécessaire pour la mise en œuvre d'un développement plus durable. L'éco-conception est l'un des 7 piliers de l'économie circulaire. L'objectif de cette approche sera de réduire les impacts environnementaux en orientant les choix de conception. Afin de bien comprendre tout l'intérêt de l'éco-conception, nous rappellerons tout d'abord les grands enjeux du développement durable à l'international, en Europe et au niveau national. Nous verrons également comment cela peut aujourd'hui se décliner au niveau du cycle de vie des produits et ce que cela entraîne pour les entreprises. Nous continuerons ensuite par une présentation de quelques méthodes et outils disponibles en éco-conception avec un focus particulier sur les outils de la mécanique. Nous terminerons par des témoignages d'entreprises et quelques retours d'expérience. Cette conférence en ligne est assurée par Madame Solène Laurent, ingénieure conception au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Madame Defréville, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce rendez-vous de la mécanique en webconférence. Nous sommes très nombreux aujourd'hui et je suis vraiment ravie parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et vous êtes très nombreux effectivement à vous être connectés. Donc, je vais être assez rapide puisque le but, c'est effectivement d'écouter Solène sur tous ces enjeux de l'éco-conception. Donc, je pense que ça, tout a été dit. Simplement, vous précisez que la présentation de Solène vous sera envoyée, bien évidemment, en PDF après cette réunion. Pour toute question relative également à cette conférence, une adresse mail unique, sqr@cetim.fr, qui va centraliser pour nous les questions, quelle que soit la question. Elle nous sera de toute façon retransmise à Solène ou à moi-même en fonction du sujet. Voilà. Vous avez également possibilité de poser des questions. Donc, pour éviter effectivement d'interrompre Solène, vous poserez les questions en chat et à la fin, elles seront posées. Il y aura des petits sondages également à un moment donné. Vous aurez possibilité à la fin, en tout cas, de poser toutes les questions qui vous passeront par la tête. Je vous ai mis un petit résumé des différents rendez-vous de la mécanique et du second semestre. Nous sommes le 2e et vous voyez les différents sujets qui s'affichent. Pour en savoir plus, vous avez l'agenda du CETIM sur notre site avec le lien donc, que vous aurez également pour vous inscrire. Donc, toutes ne sont pas animées par technique de l'ingénieur, mais en tout cas, vous pouvez vous inscrire sur le site du CETIM. Je voulais vous rappeler, vous savez que vous êtes cotisant CETIM pour la plupart d'entre vous, un certain nombre d'outils sont à votre disposition. Donc, vous avez notamment la Mécatech. Donc, vous voyez les petites flèches rouges. Donc, vous allez simplement sur l'accès cotisant sur le site du CETIM. Ensuite, vous cliquez sur Mécatech et puis une fois que vous êtes inscrit. Le site est en train d'évoluer, donc il va incessamment sous peu, je pense ce mois-ci ou le mois prochain, changer complètement. Donc, ce que je vous montre là, finalement, on va être complètement bouleversé dans un mois, mais en tout cas, à ce jour, pour avoir accès d'ailleurs aux présentations, vous irez sur accès cotisant et vous pourrez avoir accès à toutes les présentations. Le CETIM Info à télécharger par trimestre à peu près. Et je vous ai mis un exemple de publication parce que ce document est effectivement relatif un petit peu au sujet puisqu'on parle d'environnement et de maîtrise de l'énergie et ça concerne tout le monde. Donc, vous pouvez le récupérer notamment sur la Mécatech avec beaucoup d'autres publications de ce genre. N'hésitez pas à y aller, c'est très, très, très riche. Je voulais également vous mettre en avant un nouveau site internet qui est sorti au printemps, qui s'appelle les TPM 2025, les technologies prioritaires en mécanique 2025. À chaque fois que je le présente, c'est un outil qui plaît énormément parce que ça vous présente 51 technologies. C'est assez énorme avec des PowerPoint dédiés et des liens vers des notes de veille en fonction des sujets. Une chaîne YouTube CETIM, la chaîne YouTube CETIM permet de présenter également un certain nombre de vidéos sur des technologies prioritaires. Beaucoup de webinaires ont été faits pendant le confinement sur ce sujet et vous les retrouvez sur notre chaîne YouTube. Allez-y, c'est très riche en informations.
Le 15 octobre, donc cette semaine, jeudi, vous en avez un en particulier sur les technologies du numérique. Je vous invite également à vous inscrire, ça dure 1 heure. À nouveau, donc pour toutes vos demandes, sqr@cetim.fr. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et puis bon rendez-vous de la mécanique. Je passe la parole à Solène Laurent. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire l'éco-conception gagner en productivité et en compétitivité. Solène Laurent du CETIM, donc je suis la référente éco-conception et développement de produits au CETIM. J'accompagne depuis plus de 9 ans les entreprises dans leurs projets d'éco-conception et de développement de produits, ainsi que la réalisation de méthodes et d'outils d'éco-conception à travers des travaux de R&D ou encore le pilotage de projets en lien avec la thématique du développement durable. Je participe également au comité de normalisation UNM 01 au niveau français et CENTC 406 au niveau européen. Donc, je vais commencer par vous rappeler le contexte marché et les enjeux industriels par rapport à l'éco-conception. Donc aujourd'hui, à l'heure de la transition énergétique et environnementale, les méthodes et outils existants pour intégrer cette mutation dans vos activités évoluent constamment. On vous propose de profiter de cette présentation pour faire un point sur ces solutions porteuses de nouvelles façons d'innover sur vos produits, de faire entrer votre entreprise dans l'ère de l'économie circulaire avec l'accompagnement du CETIM qui met les moyens à votre disposition pour évoluer vers des modes de conception plus respectueux de l'environnement. Et enfin, les enjeux sont déterminants puisqu'il s'agit d'anticiper et de répondre à une réglementation toujours plus contraignante, de répondre aux attentes de vos clients et de vos marchés et d'innover, de se différencier sur vos produits. Donc, je commencerai par vous présenter les grands enjeux environnementaux pour bien situer le contexte de l'éco-conception. Je vous présenterai ensuite plus particulièrement les enjeux pour les entreprises mécaniciennes. Je vous donnerai ensuite un aperçu des notions fondamentales et principes de l'éco-conception, suivi de quelques méthodes et outils d'éco-conception avec un focus particulier sur les outils de la mécanique. Et enfin, nous terminerons par des exemples industriels et des témoignages sur des produits éco-conçus. Alors aujourd'hui, si on pose la question à la population française sur quelle est la préoccupation principale en termes de problématiques environnementales, ce qui ressort en premier, c'est le réchauffement de la planète et l'effet de serre, suivi de la pollution de l'air. Donc on voit aussi que l'effet de serre, c'est quelque chose qui est largement médiatisé, donc c'est pas étonnant que ça ressorte en première préoccupation. Suivi de la pollution de l'air, puisque c'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut aussi ressentir. Un autre enjeu important aujourd'hui auquel on doit faire face, c'est l'épuisement des ressources renouvelables. Donc les ressources renouvelables, c'est les ressources qui sont capables de se régénérer au moins aussi vite à la vitesse par rapport à laquelle elles se consument. Donc on voit en fait qu'il y a une grande disparité suivant nos modes de vie. Si toute la population mondiale vivait comme la population des États-Unis, il nous faudrait aujourd'hui 5 planètes pour pouvoir subvenir à nos besoins en termes de ressources renouvelables, alors qu'il nous en faudrait 0,7 si tout le monde vivait comme la population indienne. Et on voit aujourd'hui qu'en moyenne, au niveau mondial, on est à l'équivalent de 1,75 planètes, soit une planète 3 quarts, ce qui montre que on consomme aujourd'hui plus vite les ressources renouvelables disponibles par rapport à leur capacité à se régénérer. Donc, par rapport à ça, il y a une notion que vous avez sûrement dû entendre parler dans les médias, c'est la notion du jour du dépassement. On regarde en fait sur une année, finalement, à partir de quel jour dans l'année on a consommé plus de ressources que la planète est capable d'en régénérer. Donc, jusqu'en 2019, c'était le 1er août. Alors, cette année, la date aurait un tout petit peu reculé dû à la crise sanitaire et notamment au confinement dans les différents pays où les gens ont moins consommé. Donc, on voit effectivement qu'il est capable de faire des actions pour limiter notre consommation de ressources naturelles.
Un autre enjeu très important, c'est la pollution de l'air. Aujourd'hui, en Europe, la pollution de l'air est responsable de 422 000 décès prématurés par an. Et aujourd'hui, on voit que les pays européens, et notamment la France, et notamment les grandes métropoles, ont mis en place des actions pour vraiment réduire cet impact-là et l'impact que ça peut avoir sur la santé humaine et la population. Donc ensuite, l'autre enjeu dont on a parlé précédemment, c'est l'effet de serre et le changement climatique. Alors c'est vrai que des fois on parle de réchauffement climatique, en tout cas on peut parler de dérèglement climatique, puisqu'on voit, si on regarde par exemple pour la France, les relevés de température moyenne sur les 120 dernières années, on voit qu'à partir de à peu près à partir des années 1980, il y a eu une augmentation non négligeable des températures qui atteignent à peu près 1 degré sur les 20 dernières années. Donc, pour pallier à tout ça, une des solutions, c'est le développement durable, c'est une des réponses. Le développement durable a été défini par Madame Gro Harlem Brundtland, Premier ministre norvégien en 1987, comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et ça a été repris en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations Unies, comme un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable, bâti autour des 3 piliers que sont les piliers social, économique et environnemental. Donc, pour faire face à toutes ces problématiques dont on a parlé précédemment, il y a un certain nombre d'accords internationaux qui ont été mis en place donc, sur les différentes thématiques. Donc, par exemple, pour l'air, on peut citer la Convention 4 de l'ONU en 92, le protocole de Kyoto en 97 ou encore les accords de Paris en 2015 pour notamment limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, en fait, ces accords internationaux sont repris à l'échelle européenne, puis à l'échelle nationale et peuvent faire l'objet par exemple, de directives, de décrets ou d'arrêtés pour essayer de limiter tout ça. Et puis aussi pour, comme on le verra après dans la présentation, pour aussi encourager, par exemple, les entreprises à aller vers des modèles plus vertueux. Au niveau mondial, aujourd'hui, donc il y a les objectifs de développement durable qui ont été mis en place par l'ONU, et donc ce sont 17 objectifs qui ont pour objectif de transformer le monde et qui sont un appel à l'action de tous les pays pour promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Et les pays qui s'y engagent, ça peut aussi être les entreprises, mettent en place des actions pour répondre à ces différents objectifs. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les objectifs. En revanche, je vais faire un focus sur l'objectif numéro 12, sur la consommation et production responsable, puisque c'est un des objectifs qui concerne peut-être le plus les entreprises qui fabriquent des produits. Donc, au niveau de cet objectif 12 de consommation et production responsable, l'ambition, c'est que d'ici à 2030, les pays qui s'y engagent, ils parviennent à une gestion durable et une utilisation rationnelle des ressources naturelles. D'ici à 2020, d'instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie. D'ici à 2030, de réduire considérablement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation. Et d'encourager les entreprises, en particulier les grandes et les transnationales, à adopter les pratiques viables. Et pour terminer, de promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics. Donc voilà, on voit effectivement qu'il y a un gros enjeu, donc que ce soit au niveau mondial, et puis après, on verra aussi que c'est repris au niveau européen, au niveau national, autour de la consommation et la production. Donc au niveau européen, aujourd'hui, donc on a ça a été en lien avec tout ça, on a la feuille de route de l'Union européenne, le pacte vert européen ou le Green Deal, si vous en avez entendu parler. L'ambition, c'est de faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat, donc c'est quelque chose qui est assez ambitieux. L'objectif, c'est de rendre l'économie de l'Union européenne durable, avec une stratégie de croissance qui transforme l'Union en une économie moderne, compétitive et efficace pour l'utilisation des ressources, dont les émissions nettes de gaz à effet de serre seront devenues nulles en 2050,
où la croissance est dissociée de l'utilisation des ressources et où personne n'est laissé de côté. Il y a aussi une notion de solidarité. Donc cette feuille de route, elle reprend ce qui a déjà été mis en place, notamment avec ce qu'on appelait les 3-20, qui étaient les objectifs entre 2013 et 2020, qui étaient de réduire de 20% les réductions d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, d'avoir une part d'énergie renouvelable de 20% dans le mix énergétique européen, ou encore de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 20%. Donc on voit que pour 2030, ces objectifs ont été revus à la hausse. Dans ce Green Deal, on trouve aussi un plan d'action pour l'économie circulaire qui a pour but de mobiliser l'industrie pour une économie propre et circulaire et qui a donc pour objectif de faire en sorte que les produits durables deviennent la norme dans l'Union européenne, de donner aux consommateurs les moyens de choisir. Donc on voit qu'il y a aussi une action pour informer les consommateurs et qu'ils puissent derrière avoir les moyens de choisir, de mettre l'accent sur les secteurs utilisant le plus de ressources et dont le potentiel de contribution à l'économie circulaire est élevé. Donc, par exemple, tout ce qui va être matériel électronique, les technologies d'information et de communication, les emballages, les matières plastiques, textiles, construction et bâtiments, denrées alimentaires. Donc, c'est assez large. Et enfin, de garantir moins de déchets. Donc, au niveau français, ça se traduit par la feuille de route de l'économie circulaire, la FREC, si vous en avez entendu parler, dans laquelle on retrouve 50 mesures pour mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets et mobiliser tous les acteurs. Les grands objectifs de cette feuille de route de l'économie circulaire, c'est de réduire la consommation de ressources liées à la consommation française de 30% d'ici à 2030 par rapport à 2010, de réduire de 50% les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par rapport à 2010, de tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025, c'est très ambitieux, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce au recyclage des plastiques. Et enfin, de créer jusqu'à 300 000 emplois supplémentaires, y compris dans les nouveaux métiers. Donc, en lien avec cette feuille de route de l'économie circulaire, il y a une loi qui est sortie, qui est relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, pour notamment mettre en œuvre les mesures citées précédemment. Et donc, cette loi, elle encourage à appliquer un indice de réparabilité et de tendre vers un indice de durabilité, de favoriser la réparation et l'utilisation des pièces détachées, d'étendre la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets en créant de nouvelles filières et d'encourager les produits plus respectueux de l'environnement avec un système de bonus-malus. On voit que c'est des mesures qui sont importantes et qui peuvent avoir des conséquences pour les entreprises parce que, par exemple, favoriser la réparation et l'utilisation de pièces détachées, ça veut dire derrière être en capacité d'avoir ces pièces détachées dans les entreprises, de les avoir avec une certaine disponibilité et puis d'avoir les services, par exemple, d'augmenter son SAV ou de créer un SAV spécifique. Et donc, pour terminer, par rapport à tout ça, l'éco-conception, c'est une des réponses possibles, puisque c'est un des piliers de l'économie circulaire, parmi tous les piliers, les 7 piliers, donc, que sont le recyclage, l'extraction et l'exploitation et achat durable, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable et l'allongement de la durée d'usage. Maintenant que voilà, j'ai terminé un petit peu cette introduction avec voilà les grands enjeux autour de de façon, on va dire, nationale, mondiale, on va regarder un petit peu les enjeux pour les entreprises mécaniciennes. Donc aujourd'hui, en fait, il y a un certain nombre de contraintes pour les entreprises. Par exemple, aujourd'hui, au niveau du marché, les donneurs d'ordre et les marchés publics, ils mettent de plus en plus en place, et c'est même obligatoire maintenant, d'avoir une note environnementale dans les appels publics. Donc, par exemple, on peut avoir une note d'éco-conception et il faut savoir que cette note d'éco-conception, elle peut compter jusqu'à 10% de la note, ce qui est vraiment non négligeable et peut faire la différence par rapport à la concurrence. Les donneurs d'ordre, notamment dans le bâtiment, demandent des déclarations environnementales
aux fabricants de produits, qui sont basés notamment sur des analyses environnementales. Les clients utilisateurs qui sont aujourd'hui friands de produits économes en énergie pour réduire la facture énergétique, de nouvelles fonctionnalités, de produits innovants. On a les instances, par exemple, aujourd'hui, qui poussent à la décarbonation de l'industrie, l'affichage environnemental. Donc là, on va faire la communication vers les consommateurs. La concurrence, notamment à la fois avec les produits à bas coût, hein, il y a forcément une notion économique à prendre en compte, l'innovation, et puis les ressources, qui, comme on l'a vu précédemment, qui diminuent et où on abordera après, par exemple, avec les terres rares ou l'énergie. Au niveau donc des matières premières, qui est un enjeu très important, si on prend aujourd'hui par exemple l'exemple du lithium, on est capable aujourd'hui d'estimer le nombre d'années de réserve qui reste de chacun des matériaux. Donc par exemple avec le lithium, il y a eu un engouement pour le lithium sur ces dernières années, notamment avec les batteries. Et donc on voit que c'est une échelle logarithmique. Si on reste à une consommation constante par rapport à 2016, il nous reste 400 années de réserve. Et si on applique le taux de croissance, c'est-à-dire la demande, l'évolution de la demande qu'il y avait en 2016 et qui est sûrement peut-être aujourd'hui encore plus forte, on arrive finalement à 50 années de réserve. Donc on voit que ça peut diminuer de façon très importante en fonction aussi des enjeux qu'il peut y avoir. Et donc, un autre élément important, c'est la notion donc, de matières premières critiques. Et l'Europe a mis en place une liste des matières premières critiques. Donc, il y a eu une première liste en 2017. Elle est mise à jour tous les 3 ans. Donc, il y a une nouvelle liste là qui vient de paraître. Donc, une matière critique, en fait, c'est une notion, défini, donc elles sont définies par l'Europe. Et c'est une notion qui est entre l'importance économique que ça peut avoir, donc par exemple, voilà, on prenait l'exemple des batteries, et puis le risque d'approvisionnement qui est lié soit à la criticité de la ressource, soit à des conflits géopolitiques. Et on voit aujourd'hui que par exemple, les 4 matières premières critiques qui sont rentrées dans la liste depuis quelques mois, on retrouve la bauxite, le lithium, le titane et le strontium. Donc, par exemple, pour l'industrie mécanique, forcément, la bauxite, le lithium ou le titane, ça peut avoir des effets importants. Les conséquences pour les entreprises par rapport à tout ça, au moins d'en être conscient et de bien les avoir identifiés, ça va permettre de maîtriser les risques vis-à-vis de la chaîne d'approvisionnement, d'anticiper aussi les fluctuations de coûts. Il y a quelques années, depuis quelques années, on l'a aussi vu avec les entreprises qui utilisent par exemple du cuivre. Certaines ont dû faire face à des grosses fluctuations de coûts, et puis de trouver des solutions alternatives pour les matériaux critiques, ce qui n'est pas toujours évident. Un autre enjeu important, c'est la consommation d'énergie en utilisation. Donc, par exemple, avec l'exemple des réfrigérateurs, l'Europe a notamment mis en place à la fois des mesures dites d'éco-conception pour justement limiter la consommation d'énergie des réfrigérateurs en usage et aussi un affichage qui soit standardisé pour que le client puisse choisir en connaissance de cause ces appareils, de prendre en compte aussi le coût total de possession à moyen ou long terme. Et donc, ça peut être un facteur de différenciation. Et donc, en fait, si on regarde l'exemple des réfrigérateurs avec les mesures qui ont été mises en place à l'échelle européenne, on voit que ça a poussé à avoir des réfrigérateurs de plus en plus efficients, puisqu'entre 2007, où on n'avait que 1% de A++, et 20% de A++, on est passé à 5% de A++, à 25% de A++, et enfin à 68% de A+. Et les catégories, par exemple, C ou B, ont disparu. Un autre enjeu important, c'est de maîtriser la production de déchets et de prioriser les solutions. Donc aujourd'hui, il y a différentes stratégies pour réduire ces déchets. La première, c'est d'éviter tout simplement le déchet, donc par la prévention, par la réutilisation. La deuxième, c'est de valoriser ces déchets, donc soit aussi par une notion. La réutilisation peut être à la fois dans éviter le déchet ou valoriser, ça dépend comment on le regarde. Le recyclage,
Et puis après, voilà, si vraiment on n'a pas le choix, la valorisation énergétique. Et en dernier lieu, l'élimination, que ce soit l'incinération ou la décharge. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de directives, de décrets, d'arrêtés, etc. Autour des enjeux environnementaux par rapport au cycle de vie d'un produit. En tout cas, voilà, ça vous montre qu'il y a, voilà, on va revenir sur la notion de cycle de vie, mais il y a vraiment des réglementations à prendre en compte à chaque étape du cycle de vie du produit, que ce soit au niveau des matières premières, du transport, de la production, de la communication, de l'utilisation, de la fin de vie. Et voilà, l'éco-conception, en tout cas, ne se résume pas juste à prendre en compte ces enjeux réglementaires, puisqu'ils doivent être de toute façon pris en compte. Mais voilà, ça permet aussi d'anticiper, par exemple, les évolutions sur les réglementations. Par exemple, la fameuse directive qui est citée au milieu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle aussi la directive éco-design. Il y a un certain nombre de règlements sur des produits, par exemple sur les moteurs, qui avaient été mis en place. Et aujourd'hui, cette réglementation, elle évolue avec des seuils plus, voilà, d'atteindre des seuils d'efficacité énergétique plus importants. Les conséquences pour les entreprises, par exemple, pour l'interdiction de substances, ça va être de trouver des solutions de substitution. En obligation en matière d'efficacité énergétique, ça va être de réduire la consommation du produit en phase d'utilisation. On va avoir des obligations de durabilité, on l'a abordé un petit peu précédemment, ça va être d'assurer la réparabilité. Donc, c'est pas, voilà, ça peut aussi avoir une incidence sur l'ensemble de l'entreprise et les services, l'organisation, de garantir la disponibilité des pièces de rechange. Et puis enfin, la responsabilité élargie du producteur pour certaines filières où il va falloir concevoir son produit en tenant compte de la fin de vie. L'objectif, c'est que quand un produit il sort sur le marché, on sache déjà en fait comment on va le retraiter en fin de vie. Et enfin, d'assurer la recyclabilité du produit. Un focus particulier pour le secteur de la construction. Donc, il y a notamment un certain nombre de produits mécaniciens qui sont vendus dans le secteur de la construction. Par exemple, les robinets, les climatiseurs. Et l'objectif, ça va être de garantir la performance environnementale de son produit pour répondre aux exigences au niveau du bâtiment. Donc aujourd'hui, ces acteurs doivent produire ce qu'on appelle des FDES ou des PEP, qui sont des fiches de déclaration environnementales qui sont cadrées. Ça nécessite de faire ce qu'on appelle, on verra après, une analyse de cycle de vie, et il y a un certain formalisme, ça doit être revu par une tierce partie. Et ces informations, elles sont demandées par les donneurs d'ordre, puisque à l'échelle du bâtiment, c'est encore plus ambitieux, puisque eux doivent ensuite reprendre ces éléments pour afficher la performance environnementale du bâtiment dans son ensemble. Au niveau des marchés publics et hospitaliers, on a l'introduction de critères environnementaux pour la sélection des entreprises, et donc la nécessité pour les entreprises de pouvoir démontrer des actions mises en œuvre pour la réduction de l'impact environnemental de leurs activités et de leurs produits. Donc comme je l'avais évoqué précédemment, ça peut compter jusqu'à 10% de la note finale, donc c'est vraiment non négligeable. Et enfin, un autre enjeu important, c'est de maîtriser sa communication environnementale. Aujourd'hui, on voit fleurir sur le marché tout un tas de labels. Donc, il y a un certain nombre de labels qui sont officiels, qui font l'objet de cahiers des charges. Et puis après, on peut aussi faire de l'autodéclaration et créer ses propres labels. Donc, effectivement, il y a besoin aussi d'une certaine transparence dans l'affichage des performances environnementales. Et donc, l'idée, c'est que si on tend vers une démarche d'éco-conception, on va pouvoir apporter des éléments tangibles et éviter ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, ça va être de choisir un mode de communication adapté à son entreprise. Est-ce qu'on est plutôt en B2B ou en B2C? Quelle est aussi la maturité des clients sur ce sujet-là? On va avoir des labels. Donc, par rapport à ça, derrière, il faut remplir un cahier des charges. On va avoir des éco-profils ou encore des autodéclarations. Donc, forcément, il faut connaître les référentiels et le cadre normatif pour réaliser une déclaration environnementale de produit. Donc, ça nécessite de se former ou de se faire assister.
et ça va permettre d'éviter les abus marketing type greenwashing. Enfin, l'éco-conception, donc là on va retrouver plutôt une notion aussi d'enjeu économique. C'est une démarche qui va être préventive, puisqu'on voit aujourd'hui que le taux de détermination de l'impact économique final d'un produit, en fait, il est en grande majorité décidé au moment des spécifications. Donc c'est-à-dire au moment du cahier des charges du produit ou du projet. Et en fait, les études ont montré que le taux de détermination de l'impact environnemental du produit, il suivait à peu près la même courbe. Donc finalement, en fait, l'impact environnemental final du produit, il va être en partie déterminé pendant les spécifications par rapport, par exemple, aux choix technologiques qui vont être faits ou aux critères de performance qu'on va se mettre. Et donc, le potentiel de réduction de l'impact économique ou environnemental, donc il est forcément inverse à cette courbe. Et donc, forcément, il est très, très fort durant la phase de spécification. Et puis, en fait, quand on arrive, par exemple, en industrialisation, on ne peut plus forcément intervenir partout. Alors que le taux d'engagement du budget alloué lorsqu'on fait une reconception de produit, finalement, quand on fait les spécifications, on n'a pas encore engagé beaucoup de budget, puisqu'on n'a pas forcément encore fait de prototype, on n'a pas encore changé ses machines dans son atelier. Donc finalement, c'est vraiment en amont qu'il va falloir intervenir et prendre en compte ces critères-là pour pouvoir faire un produit qui ait le moins d'impact environnemental possible sur l'environnement. Aujourd'hui, on voit que la démarche d'éco-conception, elle s'allie très bien avec une démarche de réduction des coûts, puisqu'avec l'éco-conception, on va introduire la pensée cycle de vie, donc on va avoir une vision globale, on va regarder on peut regarder aussi l'impact économique sur l'ensemble du cycle de vie, et ça va être une nouvelle façon d'appréhender un produit ou un service. Et on va pouvoir combiner facilement les approches de type life cycle cost ou d'innovation frugale, qui sont de faire mieux avec moins ou de privilégier la valeur pour l'utilisateur plutôt que la sophistication technologique. Donc les bénéfices d'une démarche d'éco-conception, ils sont multiples. Après, ça dépend un peu de nos objectifs. Si on souhaite, par exemple, avoir une attitude plutôt offensive, augmenter ses ventes, l'éco-conception, ça va nous permettre d'atteindre de nouveaux marchés, d'aller vers de nouveaux clients, de se différencier, notamment quand on fait face à une concurrence assez sévère, d'avoir une image, une réputation un peu différente. En interne, ça va vraiment être intéressant parce que ça va stimuler l'innovation, ça va fédérer les équipes, il va y avoir une vraie valeur autour de tout ça. Ça va être un projet d'entreprise. Et puis, au niveau des coûts, l'éco-conception, ça va permettre aussi de maîtriser ses coûts, puisqu'on va pouvoir anticiper un certain nombre de choses. On va pouvoir sécuriser l'approvisionnement, notamment en regard des matériaux critiques. Et puis, on va gérer les risques, que ce soit des risques en termes d'image, on va fidéliser les clients ou on va anticiper la réglementation. Du coup, on va faire pas vraiment une pause, mais vous allez avoir un petit questionnaire qui va s'afficher à l'écran avec une question, ça va durer 15 secondes, je pense. Et puis après, je vous présenterai les outils et les méthodes d'éco-conception. Madame Laurent, vous pouvez reprendre. D'accord, très bien. On nous signale juste qu'apparemment, une personne ne nous entendait pas très bien, mais voilà, si vous m'entendez bien, je pense que c'est tout bon. Donc, on va passer maintenant aux notions fondamentales et principes de l'éco-conception. Donc, qu'est-ce que l'éco-conception? L'éco-conception, c'est une démarche qui doit permettre de réduire les impacts négatifs du produit sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
qui ne doit pas dégrader les performances du produit. Ça, c'est une notion très importante. Et donc, qu'un service rendu identique, un produit éco-conçu, il est source de moins d'impact sur l'environnement que d'autres produits similaires. Et que donc, si on prend des critères de qualité, de coût, de performance par rapport à une conception classique, quand on fait un produit éco-conçu, on doit atteindre ces critères de qualité, de coût, de performance. Et en plus, on rajoute des critères environnementaux pour réduire l'impact environnemental du produit. On peut parler d'éco-efficacité. L'éco-efficacité, c'est l'idée d'augmenter la satisfaction des besoins par rapport à l'utilisation d'un produit tout en diminuant ses impacts. Donc, le World Business Council for Sustainable Development a défini ça comme l'éco-efficacité consiste à offrir des biens et services à des prix compétitifs qui répondent aux besoins tout en réduisant progressivement les impacts environnementaux et la quantité de ressources naturelles nécessaires tout au long du cycle de vie. Donc, maintenant, je vais aborder quelques notions importantes en éco-conception. Donc, on va commencer par la première, qui est la notion de cycle de vie du produit et notamment de démarche multi-étapes. Alors, pourquoi démarche multi-étapes? L'idée, en fait, c'est de s'intéresser à l'ensemble des étapes du cycle de vie, que sont les matières premières, depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, donc c'est aussi bien ce qui se passe chez vos sous-traitants que ce qui se passe chez vous. La phase, donc là qui s'appelle transport, mais c'est tout ce qui va prendre en compte l'emballage, l'expédition, la logistique et le transport jusqu'au client utilisateur. Ensuite, il y aura la phase d'utilisation, donc qui pourrait être plus ou moins longue suivant la typologie de produit, hein, puisqu'on peut avoir des produits à usage unique et des produits avec une très longue durée de vie. Le produit pourra être réparé. Et enfin, la fin de vie, où là, l'idée aujourd'hui et l'objectif, c'est d'aller vers une valorisation matière ou une réutilisation au maximum des différentes parties d'un produit. Et puis, en dernier lieu, quand on n'a pas d'autre solution, d'éliminer ce qui reste. Donc, par rapport à notre cycle de vie, on va avoir un certain nombre de flux entrants. Si on regarde, on imagine par exemple qu'on a une machine, on regarde par rapport à cette machine, tout ce qui va rentrer depuis l'extraction des matières premières, donc en termes de matériaux, jusqu'à sa fin de vie. Donc, on va retrouver des matières premières, on va retrouver des consommables, des énergies. On va faire la même chose pour tout ce qui va sortir, donc ça va être les flux sortants, donc ça va être les émissions dans l'air, dans l'eau, dans le sol, les déchets. Et grâce notamment aujourd'hui à un certain nombre d'outils qu'on abordera un peu plus tard, on va pouvoir traduire tout ça en impacts environnementaux. Et on va pouvoir justement, parce que c'est pas évident forcément, on va avoir par exemple de l'énergie qui va rentrer, on va avoir de la chaleur qui va sortir. On a aujourd'hui un certain nombre d'outils et de méthodes qui permettent de traduire tout ça dans les impacts environnementaux, que sont par exemple l'épuisement des ressources, le réchauffement climatique, qui est largement utilisé comme indicateur aujourd'hui, ou par exemple la destruction de la couche d'ozone. Et l'objectif de tout ça, notamment quand on fait ces évaluations, donc qui sont dites à la fois multi-étapes, puisqu'on prend en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie, et multi-critères, où on regarde un certain nombre d'indicateurs, ça va être d'éviter ce qu'on appelle les transferts d'impact d'une étape vers une autre. Donc, par exemple, si on réduit fortement l'impact en utilisation d'un produit, on va vérifier derrière que ça ne dégrade pas ou pas trop les matières premières et la fabrication. Et que si on a une dégradation importante, finalement, après, il va falloir décider avec un certain nombre d'acteurs, finalement, est-ce que c'est une meilleure solution ou pas. On n'aura jamais de toute façon une solution parfaite. En général, quand on agit à un endroit, on a forcément des conséquences sur une autre étape. On va faire la même chose au niveau des différentes catégories d'impact. Et ça, c'est assez parlant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on se focalise beaucoup sur le changement climatique, donc c'est vraiment important, puisque comme on l'a vu, il y a des conséquences aujourd'hui. Mais si on a cette vision qui est vraiment monocritère, de regarder que l'impact sur le changement climatique, eh bien, ailleurs, on peut, par exemple, se mettre à produire des déchets dangereux de façon très importante.
Donc, c'est vraiment important voilà, d'avoir cette notion de multi-étapes et de multi-critères. Donc, par exemple, là, c'est un exemple d'une pièce en polypro d'un rétroviseur de voiture. On voit donc deux solutions pour la fabriquer, soit du polypro avec 30% de fibre de verre ou du polypro avec 30% de fibre de chanvre. On voit en fait que la solution avec les 30% de fibre de chanvre, elle est meilleure sur la quasi-totalité des indicateurs, sauf l'occupation des sols. Et finalement, aujourd'hui, comme ça, on ne connaît pas le contexte, donc on ne peut pas dire c'est une meilleure solution ou pas. En fait, après, ça va être à chaque entreprise de décider en connaissance de cause et de se dire finalement, est-ce que l'occupation des sols, c'est une réelle problématique ou pas par rapport justement à la production de chanvre. Voilà, donc ces outils-là, ça va vraiment permettre d'être des outils d'aide à la décision pour l'entreprise, d'avoir voilà, un nouveau regard sur le produit. Donc, je vais maintenant rentrer plus en détail dans les méthodes et outils d'éco-conception, notamment ceux de la mécanique. Donc, comment se déroule une démarche d'éco-conception? Donc, la première étape d'une démarche d'éco-conception, et ça, c'est vraiment important, avant de se lancer voilà, dans tout un tas de calculs d'impact environnementaux ou autres, déjà, c'est d'identifier les enjeux pour l'entreprise et notamment de faire une analyse stratégique. Pour se dire, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse mes clients? Est-ce que j'ai des contraintes par rapport à mes donneurs d'ordre, par rapport au marché, par rapport à la réglementation? Donc voilà, déjà, c'est de faire un état des lieux par rapport à tout ça. Et une fois qu'on a voilà, connaissance de tout ça, on va pouvoir identifier les problématiques environnementales et évaluer un produit de référence. Et voilà, on va pouvoir en fait mettre aussi le bon effort pour faire ces différentes analyses. Une fois qu'on aura bien identifié nos problématiques environnementales, qu'on peut tout à fait combiner avec une démarche, par exemple, de réduction de coûts, pour avoir une vision encore plus large, on va rechercher des pistes d'amélioration. Et c'est là où on va pouvoir innover sur notre produit. On va ensuite, à l'aide d'un groupe de travail avec voilà, toutes les parties, toutes les différentes parties prenantes de l'entreprise, hiérarchiser ces priorités-là pour finalement définir un plan d'action qui va nous permettre de reconcevoir notre produit tout en contrôlant les améliorations. Donc, on va mettre en place un certain nombre d'indicateurs d'amélioration. On va ensuite faire le bilan à la fois de notre projet et puis aussi de toute la démarche. Parce que l'idée, quand on fait une démarche d'éco-conception, ce n'est pas un one-shot. C'est vraiment une démarche aussi d'entreprise. Donc, c'est de faire voilà, un premier projet et puis de se dire qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins marché, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce qu'il faut encore que j'améliore. Et puis, après, forcément, l'idée, c'est de communiquer sur la démarche, sur les résultats, pour notamment communiquer auprès de ses clients et peut-être voilà, gagner des nouveaux marchés, des nouveaux clients. En fonction des objectifs qu'on a, il y a un panel d'outils qui existe. Par exemple, si on veut identifier les enjeux de l'entreprise, on peut faire une veille réglementaire, une analyse des attentes clients-marché. Donc là, voilà, on va combiner ça aussi avec des outils qui existent déjà. Pour identifier les problématiques environnementales, évaluer un produit de référence, on peut utiliser des outils très simples comme des checklists, des listes de substances, des matrices écologiques, ou aller vers des outils plus poussés, type analyse de cycle de vie simplifiée, donc j'y reviendrai après, empreinte carbone, etc. Ensuite, pour rechercher les pistes d'amélioration, on a un certain nombre de lignes directrices qui existent, de guides, des méthodes de créativité, de la veille techno. Pour hiérarchiser les priorités, on va utiliser des méthodes de choix multicritères. On va définir les priorités par rapport à notre situation. Et puis ensuite, pour concevoir le produit, on va utiliser à la fois les outils de conception classiques et puis il y a aussi des bases de données qui existent, par exemple avec l'impact des matériaux, que ce soit des impacts sur l'environnement type changement, voilà, sur l'effet de serre ou par exemple le potentiel de recyclabilité des différents plastiques, etc. Et pour communiquer, on va pouvoir utiliser les normes qui existent déjà sur l'affichage environnemental, les labels s'il y a besoin, l'autodéclaration, etc. Donc, un des outils voilà, dont j'avais abordé, qui est l'outil de référence pour faire les évaluations environnementales, c'est l'analyse de cycle de vie.
Donc, c'est effectivement la méthode de référence pour l'évaluation environnementale. Donc, elle est aujourd'hui cadrée par des normes qui sont les normes ISO 14040 et ISO 14044. Quand on fait vraiment une analyse de cycle de vie au sens de la norme, c'est mis en œuvre par des experts. Les résultats vont être communicables dans le cadre de soit de référentiels, soit on va faire ce qu'on appelle des revues critiques par des experts, par des tierces parties. Mais il faut savoir voilà, que ces démarches-là, c'est une démarche qui est quand même assez lourde à mettre en œuvre pour une première démarche dans une entreprise, puisqu'il faut collecter un certain nombre de données de façon assez fine, et puis après, il faut utiliser des outils de spécialistes. Donc, l'analyse de cycle de vie, par exemple, on voit une illustration au-dessus, c'est en fait de faire à l'évaluation des impacts environnementaux sur l'ensemble des phases du cycle de vie du produit et sur différents indicateurs d'impact. Donc, on voit en fait, par exemple, sur le graphique en haut, qu'on a 6 indicateurs d'impact de représentés. Et puis, en fait, on voit les différentes étapes du cycle de vie. En bleu, on doit avoir les matières premières. En violet, on a phase d'utilisation, etc. Et donc, on peut aussi utiliser l'analyse de cycle de vie simplifiée, où on se permet en fait de s'inspirer de ces normes-là et où on fait un certain nombre d'hypothèses simplificatrices pour pouvoir avoir une bonne idée des impacts environnementaux du produit, mais pouvoir aller derrière plus rapidement vers la recherche d'amélioration, d'innovation dans le produit. Donc, c'est des outils qui sont plus faciles d'accès, qui sont plus ergonomiques et qui permettent d'orienter les choix de conception du produit. Après, quand on communique, il faut faire attention. Donc, au niveau du CETIM, on a travaillé depuis plusieurs années pour le développement d'outils et de méthodes d'éco-conception. Donc, ça a commencé en 2003 avec des travaux de thèse avec les arts et métiers, donc la méthodologie qui était dite MyEco. Cette méthodologie que je vous présenterai après, elle a ensuite été diffusée au niveau de la normalisation en 2000. Alors, elle a été publiée en 2011 et ensuite elle a été reprise au niveau européen sous forme d'un TS et aujourd'hui elle devrait être publiée sous la norme EN 16524 ce mois-ci, au mois d'octobre. Donc voilà, ça permet d'avoir maintenant qu'elle va être au niveau européen, d'avoir une certaine reconnaissance quand on dit qu'on a fait une éco-conception en suivant la norme maintenant européenne. Donc, cette méthodologie, c'est une méthodologie qui se veut pragmatique en 5 étapes, qui peut et qui doit être mise en œuvre directement par l'entreprise et par le bureau d'études, qui ne nécessite pas forcément un spécialiste éco-conception dans l'entreprise. La première étape, c'est de connaître la situation actuelle. Donc, en plus de toute la partie stratégique, c'est de pouvoir évaluer rapidement sur quelle phase du cycle de vie et quels aspects je dois me focaliser pour réduire les impacts environnementaux. Donc, par rapport à ça, il y a une évaluation environnementale simplifiée avec 35 questions. Les réponses à ces questions alimentent un algorithme. C'est tout ce qui a fait l'objet des travaux de thèse. Et ça permet d'aller rapidement et de noter les 7 aspects environnementaux. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la phase de conception, d'innovation et d'imaginer en fait toutes les pistes d'amélioration possibles pour réduire à la fois les impacts environnementaux et puis on peut associer ça avec le volet économique. Donc, dans la norme, il y a déjà un certain nombre de propositions de lignes directrices et puis voilà, après, libre à l'entreprise d'innover, de faire des brainstorming. Et il y a un système de notation qui permet d'avoir une notation à la fois sur le volet environnemental, mais aussi technico-économique et stratégique. Donc, ça prend en compte vraiment la réalité de l'entreprise. Ensuite, on va définir un certain nombre d'indicateurs pour mesurer les améliorations. Et puis après, lors des travaux de reconception, on va suivre ces différents indicateurs. Et enfin, on pourra à la fin communiquer sur la démarche puisqu'on aura vraiment une très bonne traçabilité de tout ce qu'on aura fait. Et puis après, on capitalisera en interne pour pouvoir utiliser la démarche. En plus de ça, on a aussi construit une base de données environnementale d'impact pour que les mécaniciens puissent avoir des points de repère sur les différents matériaux, les différents procédés. Puis il y a aussi les transports. Ça couvre en fait vraiment l'ensemble du cycle de vie pour pouvoir faire des comparaisons et orienter les choix de conception en disant si je change tel matériau,
dans quelle direction je vais. Donc cet outil, il est accessible via la base Diadem qui est directement sur le site du CETIM et qui est gratuite pour les cotisants de la mécanique. Et c'est aussi repris dans le fascicule de documentation AFNOR, le FDE 01008. Pour aller plus loin, on a aussi co-développé un logiciel d'éco-conception avec Altermaker, Eco-Design Studio, qui permet en fait à la fois de mettre en œuvre la norme, donc les différentes étapes de la norme que je vous ai présentées, depuis l'évaluation environnementale jusqu'au bilan. Il y a un module d'évaluation environnementale simplifié dedans, donc ça permet voilà, de faire une évaluation environnementale de type ACV simplifié, de pouvoir comparer différents concepts. Il y a la base de données de la mécanique qui est intégrée dedans. Donc voilà, il y a déjà un certain nombre de données environnementales qui permettent de faire les calculs. Il y a un module qui permet de combiner l'analyse fonctionnelle et l'analyse environnementale. Et enfin, pour les entreprises qui sont certifiées 14001, ça permet de justifier en fait de la prise en compte de ces exigences. Au niveau d'Eco-Design Studio, comment fonctionne un projet d'éco-conception et puis voilà, comment on fait le lien avec Eco-Design Studio et comment ça peut faciliter en fait la mise en œuvre de tout ça. Donc en général, nous, quand on accompagne les entreprises, donc ça, c'est pas dans Eco-Design Studio, mais on commence par une étape de formation, de sensibilisation, parce qu'évidemment, faut se sensibiliser, se former au vocabulaire, au contexte, voilà, avoir une notion, sans être un expert, mais des différentes réglementations, de ce que demande le marché par rapport à ça, des différents outils, des différentes méthodes pour pouvoir après choisir aussi les bons outils bien adaptés. Ensuite, pour faire l'état des lieux et l'analyse d'un produit de référence, que ce soit pour faire la partie analyse stratégique, on va pouvoir la faire aussi avec Eco-Design Studio, puisqu'en fait, on va voilà, recenser par exemple, tous les arguments mis en avant par les concurrents, les demandes clients, et on va pouvoir vraiment capitaliser tout ça dans l'outil pour après s'en resservir lors des étapes de brainstorming et d'amélioration. On va pouvoir faire une analyse environnementale, donc suivant deux formats. Le premier qui est en haut en jaune, qui est le résultat en fait de l'analyse environnementale faite à partir des questions et de l'algorithme. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment accessible, assez simple à faire, qui ne demande pas une collecte très importante de données et qui va permettre de dire, voilà, est-ce qu'il vaut mieux que je travaille en premier lieu sur mes matériaux, sur mes procédés, sur l'emballage, sur la fin de vie. Voilà, ça va déjà donner une première idée. Et après, si on veut aller plus loin, on peut utiliser donc ce qu'on voit avec le diagramme avec les différentes couleurs, l'analyse de cycle de vie simplifié, voilà, pour avoir une idée plus fine finalement de ce que c'est en utilisation, quels sont les principaux éléments générateurs d'impact. Et on va pouvoir faire aussi des analyses multicritères qui prennent aussi en compte différents critères. Par exemple, là, on a un exemple où on va pouvoir mettre en perspective différentes pièces d'une machine pour regarder finalement quelles sont celles qui ont à la fois le plus d'impact environnemental, qui coûtent le plus cher et qui ont une masse très importante. Tout ça, en fait, ça va permettre après d'avoir un état des lieux assez vaste pour pouvoir après passer à la phase de brainstorming et de créativité. Donc là, voilà, on va faire suivant les méthodes classiques de brainstorming et de créativité, en sachant qu'on a, par exemple, dans la norme, et surtout dans l'outil, il y a déjà une base de données de pistes d'action possibles. Ces pistes-là, elles vont être hiérarchisées suivant 3 critères. Donc ça va pouvoir être fait dans l'outil et ça va permettre derrière de construire un tableau de bord de suivi avec les indicateurs. Donc là, vous voyez, par exemple, derrière, vous avez un tableau de bord et puis vous pouvez piloter vos actions pour savoir où est-ce que vous en êtes et qui en est, par exemple, responsable. Donc, on va pouvoir faire des suivis de projet, faire des revues de conception. Donc là, par exemple, on voit qu'on peut comparer des concepts. Ça va vraiment permettre d'aider à la reconception. Et puis, on peut mesurer l'évolution des indicateurs. Et la dernière étape, qui est l'étape de bilan, où en fait, on va faire le bilan à la fois sur l'ensemble des indicateurs du projet qu'on a défini, et puis refaire, si on en avait fait une au départ, une analyse de cycle de vie simplifiée, voilà, pour vraiment garder cette vision multi-étape, multicritère, et s'assurer que toutes les améliorations qu'on a faites vont bien dans le bon sens par rapport à l'environnement.
Et puis derrière, là, vous avez un exemple de communication d'une entreprise. L'analyse de cycle de vie qui a été faite, c'est vraiment pour se conforter et se dire on a vraiment ça a été dans le bon sens. Après, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à communiquer aux clients. Donc là, par exemple, c'est l'exemple d'une entreprise Mills qui fabrique des pompes à vide. On va communiquer sur des notions beaucoup plus simples et qui vont intéresser le client, d'où l'importance en amont d'avoir fait un peu l'analyse stratégique et de se dire qu'est-ce qui intéresse mes clients. Donc là, par exemple, l'entreprise, avec la pompe reconçue, elle a réussi à augmenter de 10% le rendement de la pompe, de diminuer de 18% le poids de la pompe. En interne, elle a supprimé 5 opérations d'usinage, donc en faisant une reconception des pièces. Et puis elle a amélioré sa compétitivité et notamment par exemple faire des gains en termes de montage. Donc la vidéo, elle est accessible via le lien qui est là. Donc maintenant, je vous propose de vous présenter donc, des exemples industriels de produits éco-conçus et quelques témoignages d'entreprises. Alors les témoignages, c'est des extraits par exemple de communication qui ont été faites dans des journaux ou dans des vidéos. Puisque là, on ne peut pas avoir de témoignages directement d'industriels. Puisqu'on n'est pas en présentiel. Donc l'objectif, c'est pour cette entreprise-là, qui s'appelle Guichon Valve, qui conçoit des vannes pour notamment les canalisations industrielles, c'était d'intégrer l'éco-conception dans l'entreprise et notamment dans cette vanne en particulier. Donc, au niveau des résultats d'impact environnementaux, il y a eu jusqu'à moins 60% d'impact environnementaux, jusqu'à moins 40% sur le coût de revient de certaines pièces et de moins 20% sur le nombre de composants. Voilà. Donc, on a déjà des gains vraiment très intéressants en termes de que ce soit en termes d'impact environnementaux, en termes de coût de revient. Et donc là, on peut voir que Madame Maud Cudra, qui est la directrice qualité de Guichon Valve, a témoigné dans l'usine nouvelle sur aussi l'impact économique de l'éco-conception. Et elle dit que l'éco-conception a fait ses preuves du point de vue économique. Nous avons travaillé avec l'aide du CETIM pour reconcevoir une nouvelle gamme de robinets industriels dans une optique d'éco-conception. Au final, nous avons réduit le poids de 20%, amélioré les fonctionnalités du produit et baissé significativement son prix de revient. Un autre exemple qui est l'exemple de Centralp. L'objectif de cette entreprise, c'était de rénover et dynamiser la conception et le développement des produits à travers la reconception de la console e-Vision que vous pouvez apercevoir en bas. Donc voilà, vous avez le produit avant-après. Donc on peut voir que c'est assez flagrant en termes d'amélioration, puisqu'il y a eu une minimisation du produit et en termes de compacité. C'est vraiment important. Donc, en termes de résultats, il y a une augmentation de la teneur en matière recyclée sur le produit. Il y a une réduction de 10 à 30% de la masse des pièces mécaniques, une optimisation du rendement. C'est des éléments qui sont intégrés dans des systèmes embarqués, donc type train, avion. Une réduction de l'impact environnemental de l'emballage. Et au niveau des autres retombées pour l'entreprise, une amélioration des synergies entre les services et travail des équipes sur une nouvelle approche transversale et la création de nouvelles perspectives d'innovation et détermination de nouveaux atouts concurrentiels. Donc, le premier point est intéressant sur l'amélioration des synergies entre les services et le travail des équipes parce que c'est quelque chose qu'on remarque fréquemment dans les témoignages suite à des projets d'éco-conception, c'est que ça permet vraiment de faire tomber les cloisons qu'il peut y avoir entre différents services, puisqu'à un moment, il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table, notamment quand on fait les brainstorming ou la hiérarchisation. Donc voilà, derrière, on a vraiment un projet d'entreprise avec via l'éco-conception et la reconception de produits. Et donc là, on a le témoignage du PDG dans un journal qui dit que ces nouvelles contraintes par rapport à l'environnement auraient pu se solder par l'augmentation des coûts. Or, cette approche a abouti à une offre plus compétitivité et que c'est une bonne surprise.
Donc là, pareil, vous pouvez retrouver, il y a les liens avec les témoignages des entreprises. Là, on va retrouver le témoignage de l'entreprise Mills. Donc, on avait déjà présenté quelques résultats précédemment pour illustrer notamment la dernière étape de bilan et de communication d'un projet d'éco-conception. Donc, l'objectif de cette entreprise, c'était d'appliquer les principes de l'éco-conception, donc à la pompe à vide, pour optimiser le processus de fabrication, améliorer les performances et réduire l'impact environnemental de la pompe tout au long de son cycle de vie. Donc là, au niveau des résultats, on a aussi, voilà, on a encore des gains importants, puisqu'on a moins 10% de la consommation d'énergie en fonctionnement, moins 33% du volume d'huile contenu dans la pompe, moins 54% de l'encombrement de la pompe. Donc ça aussi, c'est important, puisque comme c'est voilà, intégré après dans des espaces qui ne sont pas forcément voilà, avec des volumes très, très importants, bah, c'est toujours un gain intéressant pour le client. Des gains économiques, simplification du montage. Donc ça, voilà, ça va permettre dans l'atelier de monter plus simplement les produits et les gains pour le client, un niveau de vie amélioré, donc là, voilà, en termes de performance, une consommation d'énergie réduite de 10%, donc là, c'est directement sur sa facture, et un niveau de bruit réduit de 4 dB. Donc là encore, on a un témoignage du directeur général délégué Monsieur Pic de chez Mills. Donc là, vous pouvez retrouver le témoignage dans son intégralité sur YouTube, qui dit que concrètement, cette compétitivité accrue nous a permis de gagner certains marchés là où nous ne pensions pas les gagner. Un autre exemple industriel de produit éco-conçu, c'est celui de l'entreprise Servinox. Donc, l'objectif de Servinox, c'est d'acquérir une méthode et un savoir-faire et l'appliquer à un nouveau produit, donc un système de prise d'échantillons volumétriques. Donc, c'est notamment ce qui permet derrière de prendre des échantillons, par exemple, de lait ou de crème ou autre. Les résultats de cet accompagnement, ça a été une réduction de 55% des matières premières, une réduction de 64% de la masse de copeaux générée en production. Donc là, voilà, il y a vraiment un travail important qui a été fait en collaboration aussi avec les équipes de production et une réduction de 19% de la consommation énergétique. Et donc là, on retrouve le témoignage de Monsieur Renaud Antoine, directeur général de Servinox, sur le site de l'ADEME. Donc il y a à la fois une vidéo et une fiche témoignage qui dit que dans la mesure où une partie de notre activité est consacrée à améliorer la performance environnementale de nos clients, il était indispensable de montrer nous-mêmes l'exemple en obtenant la certification ISO 14001 et en engageant une démarche d'éco-conception. Quelques autres exemples de produits éco-conçus. Donc là, c'est l'exemple de l'entreprise Mijno. Donc, il y a un témoignage dans un journal. Donc là, c'était sur des réducteurs où le directeur industriel Grégory Mijno cite qu'avec la volonté d'allier les aspects économiques et écologiques, nous avons voulu proposer à nos clients des matériaux et des procédés innovants pour rebooster nos produits. Donc là, c'est pareil, vous pouvez retrouver le témoignage dans son intégralité. Et pour terminer, l'exemple de l'entreprise, alors c'est à la fois Haute-Castelli et le fabricant de DAV, puisque aujourd'hui, en fait, Haute-Castelli commercialise en fait une solution pour purifier l'eau potable, notamment pour les restaurants. Et donc, il a travaillé avec le fabricant DAV pour notamment éviter par exemple les bouteilles d'eau en plastique. Et donc le directeur de production, monsieur Jean-Denis Bargiban, avait témoigné dans le CETIM Info. La méthode d'éco-conception proposée par le CETIM est simple à mettre en œuvre et n'est pas trop chronophage. Très pragmatique, elle est vraiment bien adaptée au développement industriel et peut être utilisée comme un support de communication, aussi bien en interne qu'en externe. La démarche se révèle très cohérente. Voilà. Donc, avant de conclure, vous allez avoir un petit sondage qui va s'afficher sur votre écran.
Madame Laurent, vous pouvez reprendre. Merci. Donc voilà, donc pour terminer, voilà, pour aller plus loin par rapport voilà, à tout ce que je vous ai présenté, donc il y a deux formations au CETIM qui sont dédiées à l'éco-conception, donc que ce soit en inter ou en intra, c'est-à-dire que ça peut être voilà, c'est des sessions de formation qui soient soit inter-entreprises, soit intra-entreprises, dans lesquelles on peut vraiment voilà, s'adapter à vos projets, à vos produits, travailler sur un produit de référence qui est le vôtre et pas voilà, celui que nous on prend comme exemple. Donc il y a comprendre et mettre en place une démarche d'éco-conception, donc ça c'est sur 2 jours. Et une autre formation qui est plutôt sur le volet évaluation environnementale, qui est évaluer et communiquer la performance environnementale de vos produits. Voilà, donc en sachant que ces deux formations-là, des fois elles peuvent être combinées si besoin. Vous retrouverez dans la mécatech pour tous les mécaniciens voilà, qui ont accès toutes les notes de veille et les résultats d'action collective, notamment sur le thème de l'éco-conception, puisqu'on a déjà fait un certain nombre de publications et d'actions. La fiche éco-conception, technologie prioritaire en mécanique que Madame de Freville a citée tout à l'heure. Vous retrouverez sur la chaîne YouTube CETIM France une sélection de témoignages vidéo, notamment les témoignages des entreprises Mills, Centralp et une autre entreprise que je n'ai pas citée, N2C, qui a adapté ses machines-outils à l'économie circulaire. Vous retrouverez aussi l'ensemble voilà, des témoignages que je vous ai présentés de façon plus détaillée et encore beaucoup d'autres témoignages d'entreprises qu'on a accompagnées sur les retours d'expérience d'éco-conception. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez suivre l'actualité et échanger avec notre communauté LinkedIn où on relate un certain nombre d'infos. Pour les cotisants, vous pouvez avoir accès gratuitement à la base de données Diadème. Vous pouvez voilà, aller regarder l'impact d'un alu, l'impact d'un acier, etc. Si vous voulez voilà, en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aussi aller regarder tous les ouvrages qui sont cités ci-dessous. Donc, le premier qui est un mémento éco-conception, voilà, qui reprend vraiment les bases de l'éco-conception. Qui est vraiment très accessible. Et puis après, on a fait voilà, un certain nombre d'autres ouvrages sur des sujets un peu plus spécifiques, tels que l'affichage de la performance environnementale des produits. Donc, par exemple, si vous voulez voilà, en savoir plus sur les différents formats d'affichage, comment ça fonctionne, voilà, celui-ci donne un bon aperçu de tout ce qui existe. Et puis des normes et des référentiels. Un mémento spécifique sur voilà, les PEP dont j'avais parlé. Donc ça concerne plutôt les fabricants de produits électriques, électroniques et de génie climatique, puisqu'ils sont directement concernés. Un ouvrage qui est très accessible sur l'éco-conception des emballages, où on avait notamment fait une étude pour les roulementiers. Donc, il y a des illustrations de cas dedans. Et puis, un autre ouvrage, alors celui-ci, il date un petit peu plus, mais voilà, encore une bonne partie des informations qui sont toujours vraies sur le recyclage des matériaux. Et puis, vous retrouverez aussi des articles, des techniques de l'ingénieur via les 2 liens ci-dessous sur l'éco-conception et l'innovation. J'en ai du coup terminé pour ma présentation. Donc, je pense qu'après, on va passer à un temps de questions. Je laisse la main à Monsieur Souma. Merci beaucoup Madame Laurent pour cette excellente présentation. Tout de suite, avant de passer aux questions-réponses, je vous invite tous les participants à répondre à ce petit sondage de satisfaction. Merci pour vos réponses. Je vous invite à nouveau à répondre à cette nouvelle question.
Merci à tous pour votre participation. Tout de suite, nous allons passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Madame Laurent. Est-ce que l'éco-conception est complexe à intégrer dans une entreprise? Donc je pense qu'à voilà, à travers les différentes, la présentation et les différents témoignages, on voit en fait que les démarches d'éco-conception, elles s'adaptent aussi au contexte de l'entreprise. Donc, je dirais plutôt non. Et puis, on prend, enfin voilà, par exemple, quand on utilise la méthode des produits de la mécanique, on prend aussi un produit de référence qui est un produit, par exemple, qui est en cours de reconception dans l'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. Très bien. Question suivante. Est-ce qu'il y a déjà des exemples de la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs? Des exemples, alors là, j'en ai pas en tête, mais je pense que oui. Après, effectivement, bah, donc là, il y a un cadre normatif, enfin un cadre, pardon, pas normatif, mais réglementaire derrière tout ça. Il y a un certain nombre, voilà, de directives qui peuvent découler de tout ça. Alors après, voilà, il faudrait plus de précision et peut-être, s'il y a une question précise derrière tout ça, j'invite la personne à nous recontacter. Et voilà, moi, j'ai un collègue qui est spécialiste, enfin plus que moi, sur le côté déchets et notamment, voilà, filière par exemple, de recyclage, filière de fin de vie. Très bien, merci beaucoup. Question suivante. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres filières REP que celle des piles? Alors, il y en a d'autres, je pense, hein, parce qu'il y en a, par exemple, pour les. Alors après, voilà, moi je suis moins spécialiste donc sur cette thématique-là, mais j'ai vraiment des collègues qui sont spécialistes sur la partie fin de vie, mais à ma connaissance, il y a d'autres filières que les piles qui sont mises en place. Voilà. Très bien. Question suivante. Quels sont les BDD environnements fiables aujourd'hui? Alors là, c'est plus. Disons qu'après, il y en a qui sont par exemple, voilà, nous on a la base de données d'impact de la mécanique à un premier niveau. Euh, Après, il y a l'ADEME qui a mis en place la base de données impact. Donc voilà, après, aujourd'hui, il y a un certain nombre de bases de données qui sont reconnues sur le marché, elles sont toujours critiquables, mais il faut savoir que voilà, derrière, c'est quand même revu par un certain nombre d'experts. Donc que ce soit voilà, notre base de données, des données de la mécanique voilà, qui a été reconnue au niveau de la normalisation, ou la base de données d'impact de l'ADEME, derrière, voilà, il y a un certain nombre de tierces parties qui ont regardé tout ça. Très bien, merci beaucoup. Question suivante. Est-ce que le logiciel EcoDesign Studio peut servir à réaliser des PEP de produits à entrer dans la base INIES? Non. Non, il sert voilà, à faire des analyses de cycle de vie simplifiées pour faire des démarches d'éco-conception, mais derrière, il ne permet pas en fait de faire une analyse de cycle de vie au sens de la norme 14040. Alors par contre, ça va évoluer dans le temps, mais au jour d'aujourd'hui, non. Par contre, voilà, après, l'idée en fait de CoDesign Studio, donc après, j'invite la personne soit à se rapprocher de nous, soit de se rapprocher d'Altermaker. L'idée à terme, c'est qu'en fait, EcoDesign Studio puisse se coupler avec d'autres outils et d'autres bases de données, par exemple SimaPro, qui permettent de faire des ACV complètes et du coup de pouvoir faire des PEP. Très bien. Question suivante. Est-ce que le CETIM est en contact avec d'autres organismes, d'autres professions autres que mécanique, électrique, électronique, lorsqu'un produit n'est pas uniquement mécanique? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, quand voilà, si par exemple, enfin voilà, je ne sais pas exactement quelle est la question derrière, mais voilà, donc déjà les produits mécaniques c'est assez vaste, hein, ça intègre par exemple un certain nombre de composants électroniques. Alors c'est vrai qu'après, si on parle vraiment d'une carte, on peut, voilà, nous on a déjà travaillé avec d'autres, on a un bon réseau pour aller chercher voilà des personnes spécialistes si voilà si c'est un sujet où nous on est forcément les
si on n'a pas forcément toutes les compétences. Très bien. Question suivante. Comment intégrer l'aspect achat durable dans cette démarche d'éco-conception, donc je suppose? Oui, alors là, en fait, si on prend par exemple l'exemple de la méthodologie que j'ai présentée, ça va être notamment quelque chose qui va être identifié dès la partie analyse stratégique. Et après, du coup, et c'est pour ça que c'est vraiment important que c'est un travail avec l'ensemble des services de l'entreprise. Les achats vont être intégrés en fait dans la démarche et voilà, on va par exemple avoir enfin voilà, après on va travailler en fait ensemble et par exemple on va établir une grille de notation des fournisseurs avec des critères spécifiques. Voilà. Très bien. Question suivante. Dans quel laps de temps est effectué le bilan? Risque de défaillance malgré les tests d'endurance effectués par le fabricant? Alors là, je suis pas sûre que la question soit en... Enfin, je sais pas si vous pouvez me relire la question, je suis pas sûre qu'elle soit en rapport directement avec l'éco-conception. Je sais pas si vous pouvez me Ok. relire la question. Dans quel laps de temps est effectué le bilan? Risque de défaillance malgré les tests d'endurance effectués par le fabricant. Si peut-être la personne qui a posé cette question peut peut-être préciser ou à quel rapport, par rapport à quel slide se pose cette question. Je vais vous poser une autre question. En tout cas, sinon, je Si, pense que cette question, elle pourrait être posée au CETIM et j'aurais des collègues ouais, qui pourraient y répondre, mais je pense que c'était pas forcément, je suis pas forcément la personne la mieux adaptée pour répondre. d'accord. Alors, question suivante. Si l'éco-conception s'applique aux produits en cours de reconception, est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas appliquer l'éco-conception à un nouveau produit? Non, on peut tout à fait l'appliquer à un nouveau produit. C'est juste qu'on va adapter la démarche et on va la faire un peu différemment. Donc si voilà, si par exemple on est sur, souvent on va avoir un nouveau produit, mais il est peut-être pas si, voilà, soit il est très différent de l'ancien. Donc si on peut pas prendre un produit de référence, on va toujours arriver à se raccrocher à quelque chose. Ou sinon en fait on va juste évaluer le concept qu'on est en train de développer pour voilà voir où sont les principaux enjeux environnementaux et puis voilà travailler à partir de ça. Mais oui, l'éco-conception s'adapte, que ce soit pour une reconception ou une nouvelle conception. J'ai déjà travaillé avec des startups qui ont voilà, des produits innovants où il n'y avait pas forcément d'équivalent sur le marché. Très bien, merci pour cette réponse. Je vous rappelle, n'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Question suivante, Madame Laurent, existe-t-il des subventions pour passer à l'éco-conception telle que vous la proposez? Oui. Oui, il en existe plusieurs. Donc si voilà, donc je sais pas effectivement la personne derrière, si elle a une idée de projet, en fait le mieux c'est de se rapprocher de nous, puisqu'il peut y avoir des subventions soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle régionale. Et dans certaines régions, c'est vrai qu'il y a des voilà, il y a des dispositifs qui sont vraiment très voilà, très encourageants pour les entreprises. Et dans lequel on peut, voilà, ça permet vraiment d'accompagner l'entreprise du début jusqu'à la fin, et puis aussi des fois de pouvoir, par exemple, lever des verrous technologiques s'il y en a lors de la reconception. Très bien. Question suivante. Quelles sont les différences entre un ACV simplifié et un ACV normal? Alors en fait, la différence, elle est sur le fait que la norme, l'ACV au sens de la norme, en fait, demande un certain nombre d'exigences. Et dont certaines sont pas évidentes à atteindre puisque ça demande voilà, d'avoir une certaine rigueur, par exemple, dans la collecte de données. Si je prends un exemple, il faut collecter toutes les matières premières. On peut aller jusqu'à collecter l'origine de tous les fabricants, enfin tous les fournisseurs, voire de rang N-1, N-2, etc. Voilà, donc ça demande en fait une certaine énergie. Et donc du coup, dans certains cas, c'est justifié. Hein, enfin, justifié, c'est-à-dire que dans certains cas, on n'a pas le choix. Et si on veut plutôt voilà, faire une reconception de produit et juste voilà, savoir où sont nos principaux impacts, la CV simplifiée convient très bien. Par contre, comme je l'ai présenté, il y a par exemple des formats de déclaration environnementale type FDES, PEP. Là, on n'a pas le choix, il faut faire une ACV au sens de la norme. Et qui respectent aussi en lien avec les référentiels qui sont établis. Donc voilà, c'est après voilà, c'est vraiment à définir en fonction en fait du projet. Si par exemple on veut se comparer aux concurrents, en général on n'aura pas le choix que de faire une ACV au sens de la norme et de faire une revue critique derrière. Tout dépend en fait du besoin.
Très bien, merci pour cette réponse. Question suivante, est-il déjà arrivé de ne pas pouvoir améliorer le produit de façon significative? Alors, on va dire que c'est pas évident à répondre. Après, je pense que c'est aussi en lien avec la fameuse partie stratégique en amont. Parce que du coup, voilà, c'est de se dire, ben, enfin, voilà, c'est un tout à prendre en compte. Oui, je pense qu'il y a des exemples, enfin, voilà, si on fouille bien, enfin, moi, à titre personnel, ça m'est jamais arrivé de rencontrer ce type d'entreprise, mais voilà, si effectivement, il y aura sûrement des témoignages négatifs, hein. Mais je pense que voilà, il faut pas oublier cette première phase en amont pour bah, voilà, se dire, bah, voilà, la partie analyse stratégique et puis aussi l'évaluation, parce qu'effectivement, si on a déjà quelque chose qui est très contraint, très optimisé, ben, finalement, l'amélioration, l'innovation, elle est peut-être ailleurs que voilà, dans des réductions à la marge, quoi. Eh bien, question suivante, est-ce qu'il y a des outils, plateformes pour valoriser l'aspect éco conçu d'un produit? L'idée étant de pouvoir bénéficier d'aides, subventions afin de promouvoir l'éco-conception. Alors, du coup, il y a deux questions dans la question. La première, pour la plate. Alors, il n'y a pas vraiment de plateforme en tant que telle. Par contre, après, il y a voilà, il y a différentes. Par exemple, il peut y avoir des labels, des écolabels, où là, bah, forcément, on peut pouvoir référencer son produit si on répond au cahier des charges. On peut, voilà, après, il y a tout ce qui va être trophée, éco-conception, éco-innovation. Donc voilà, on peut tout à fait. Il y a aujourd'hui de nombreux dispositifs qui permettent de reconnaître la démarche d'éco-conception qui a été menée par l'entreprise. Et puis pour les subventions, donc ça après voilà, comme tout à l'heure, j'invite les personnes à se rapprocher du CETIM parce que là après ça dépend, voilà, ça dépend du projet, ça dépend de la région. Merci pour cette réponse. Je vais prendre une avant-dernière question. Accompagnez-vous des entreprises pour l'élaboration de FDES? Oui, on a accompagné alors soit des entreprises à titre individuel ou à titre collectif. Donc on accompagne aussi, et c'est voilà, de par on accompagne au CETIM aussi nos professions à, bah, voilà, à acquérir bah, des connaissances et des compétences sur ces thématiques-là. Donc on réalise aussi des FDES collectifs, donc c'est-à-dire pour un groupement d'industriels. Très bien. Et je vais vous poser une dernière question qui peut-être est... euh, alors peut-être que j'ai une dernière question. Où peut-on trouver les outils les plus simples comme la checklist et la matrice écologie? Alors là, le plus simple, peut-être, ce serait si c'est un cotisant de la mécanique, de télécharger le Memento Éco-Conception, parce que dedans, voilà, il y a un certain nombre d'outils pratiques. Voilà, donc si c'est une personne cotisante de la mécanique, bah, de se rapprocher de nous. Sinon, si ça ne l'est pas, après voilà, en fouillant sur Internet, il y a un certain nombre d'outils et de checklists qui ont été qui sont disponibles. En fait, après, voilà, ça va dépendre du secteur, parce que du coup, quand on fait appel à une checklist, en général, ben, ça dépend du type du type de produit. En tout cas, voilà, si c'est un mécanicien, voilà, déjà peut-être de regarder dans le Memento éco-conception, et si ça suffit pas, voilà, de se rapprocher de nous. Très bien. Et je vais vous poser la dernière question. Quel est le retour d'expérience du CETIM sur le sujet en termes d'accompagnement d'entreprise? Bah, du coup, aujourd'hui, comme j'ai pu le présenter tout à l'heure, les travaux d'éco-conception ont démarré en 2003. Et donc, c'est vrai que depuis, voilà, on a accompagné, formé plus d'une centaine d'entreprises à l'éco-conception, de la start-up au grand groupe. Donc, aujourd'hui, voilà, on a un bon retour d'expérience sur le sujet. Très bien. Merci beaucoup, Madame Laurent, pour toutes ces réponses. C'est la Merci. fin de votre webinar, l'éco-conception, gagner en productivité et en compétitivité. Merci beaucoup à notre intervenante, Madame Solène Laurent, également à Madame Catherine Defréville. Merci à nos partenaires, le CETIM et la FIM. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau webinar.